Bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bonjour, je suis Emmanuelle Lucaso, donc je suis la directrice éditoriale du département primaire des éditions Bordas et je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire sur notre nouvelle collection de lecture au CP, 1, 2, 3 lunes, et de vous présenter Jean-Claude Segui, le directeur de notre collection, qui va vous parler des différents outils de cette méthode. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Donc, une présentation de Jean-Claude Segui et ensuite un quart d'heure de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir via l'outil chat pendant ou après la présentation de M. Segui et on y répondra de façon soit individualisée si c'est des questions très précises, soit par M. Segui à l'oral. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite bienvenue et un bon webinaire en notre compagnie. À tout à l'heure. Voilà, donc je prends la parole pour vous présenter notre méthode de lecture 1, 2, 3 lunes. Alors, voilà. Est-ce que c'est bon pour la vue de l'écran? Oui. Oui. Ok, alors on y va. Donc 1, 2, 3 lunes qui se décline en 5 supports qui seront détaillés dans mon propos. Tout d'abord, avant de commencer, vous présenter l'équipe d'auteurs. Donc moi-même, Jean-Claude Segui. Mal, voilà. Jean-Claude Segui, inspecteur retraité depuis fin 2019. En 2010, en tant qu'inspecteur adjoint à l'inspecteur d'académie de l'Ain, j'ai été chargé de piloter l'expérimentation lecture de l'Académie de Lyon pour le département de l'Ain. Nommé ensuite à Vaux-en-Velin, où j'ai effectué la dernière décennie de ma carrière, j'ai instauré dans la circonscription dont je m'occupais une expérimentation sur le développement du langage en maternelle et de la lecture au CP et au CE1. Voilà pour les faits marquants, disons, en lien avec la lecture que nous sommes en train d'explorer. Ensuite, il y a Audrey Lucher, alors qui est présente, mais que vous ne voyez pas, mais vous verrez à la fin, je pense, dans les échanges. Audrey Lucher, qui a été ma conseillère pédagogique à Vaux-en-Velin ces dernières années, et qui est toujours en RED+, où elle a été particulièrement chargée d'accompagner les jeunes titulaires dans leur formation, notamment à l'enseignement de la lecture au CP, puisque dans la circonscription, nous avons eu le dédoublement de tous les CP et à cette occasion, la formation de tous les enseignants à l'enseignement de la lecture dans ce nouveau contexte. Et donc, elle a collaboré avec la conseillère pédagogique départementale maternelle à l'époque, qui est Bénédicte Gastelu, qui fait partie de l'équipe aussi, afin d'élaborer un outil à destination des enseignants pour rendre lisible l'ensemble des compétences à mettre en œuvre dans leur enseignement de la lecture et dans l'établissement du lien avec les familles dans ce domaine. Ce travail a fait l'objet d'une présentation à l'IFE, Centre Alain Savary à Lyon, en 2019, lors d'une formation sur l'enseignement du lire-écrire au cycle 2. La troisième membre de l'équipe, Bénédicte Gastelu, donc, ex-conseillère pédagogique départementale, qui est actuellement chef d'établissement adjointe dans un lycée de zone d'éducation prioritaire également, mais qui était depuis plusieurs années donc conseillère départementale, poste dans lequel elle a accompagné les néo-titulaires entrant dans le métier d'enseignant, notamment dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, et elle a construit et assuré de nombreuses formations sur cet enseignement. Elle a collaboré pendant 3 ans dans le cadre d'une expérimentation de l'Institut français de l'éducation à une recherche-action conduite par Roland Guagou et Sylvie Seb sur l'enseignement de la compréhension. Donc nous avons été accompagnés dans notre cheminement par 5 enseignants de classe de CP qui n'ont pas été engagés dans la rédaction directe, mais qui nous ont apporté leur concours. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui nous a motivés pour nous lancer dans l'écriture de notre méthode? Tout d'abord, nous sommes partis de quelques constats fréquents que nous avons pu faire concernant les élèves dans les classes de CP que nous avons suivies. La pauvreté de vocabulaire,
une mauvaise perception de la chaîne orale, une mauvaise conscience des liens phonographiques, peu de stratégie de compréhension des textes, une grande hétérogénéité des élèves. Et nous nous sommes appuyés également sur quelques points d'appui. Lors du bilan de l'expérimentation 2010, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons pu relever le gain considérable de pratiques d'enseignement de la lecture en groupe de besoins, avec un enseignement adapté à ces groupes, le développement et l'apprentissage guidé et outillé de l'autonomie des élèves pour libérer l'enseignant et lui permettre la prise en charge alternée des groupes. Nous avons porté ces principes dans une expérimentation dans notre circonscription qui a confirmé ces aspects porteurs pour un apprentissage efficace de la lecture. En autre point d'appui, bien sûr, toutes les nouvelles orientations institutionnelles suite au nouveau programme de 2018 et notamment le guide orange pour l'enseignement de la lecture au CP. Fort de tous ces éléments, nous avons retenu quelques principes fondateurs, pour la plupart totalement innovants. Tout d'abord, nous voulions une méthode complète qui aborde en lien et en cohérence les divers champs d'apprentissage de la langue, donc le code, la compréhension, le geste graphique, la copie, la production d'écrit, l'étude de la langue. Ensuite, une mise en valeur des liens phonographiques grâce à des séances de code fondées sur des supports audio. Autre point fort, nous proposons un enseignement différencié dans tous les domaines et les supports en 3 groupes de besoins. Également, pour permettre cet enseignement différencié en groupe, donc nous avons mis en place un outillage et une réelle éducation à l'autonomie des élèves. Nous proposons également un enseignement approfondi de la compréhension par l'apprentissage de stratégies explicites. Et enfin, un enseignement ritualisé et explicite, c'est-à-dire où l'élève sait à tout moment ce qu'il va faire, les consignes qu'il devra prendre en compte et les attendus. Pour tous les supports et dans tous les domaines, nous faisons des suggestions d'organisation, de mise en œuvre et de déroulement très détaillées, mais qui restent bien sûr des suggestions qui ne sont pas obligatoires en exhaustivité. Les enseignants peuvent s'en emparer comme ils le souhaitent, ils peuvent suivre nos propositions à la lettre, et dans ce cas-là, ils auront un outil clé en main, ou bien préférer une totale liberté fonctionnelle, ce qui n'enlèvera en rien la richesse et l'originalité de la proposition. Donc, j'ai évoqué en préambule l'organisation de la méthode en 5 supports que nous allons maintenant parcourir. Tout d'abord, le manuel de code pour l'élève. Pour chaque semaine, une leçon qui va s'étendre sur 4 pages dans le manuel. Une première page, découvrons, décodons. 2 pages et demie, entraînons-nous. Et un texte de lecture autonome sur la dernière page, proche de 100% déchiffrable. Donc la première page pour la découverte des 2 graphèmes qui sont abordés simultanément, de façon à en faire une étude comparée. Effectivement, tout objet peut être défini par ce qu'il est, mais également par ce qu'il n'est pas. Comme pour tout objet qui nous entoure, le phonème associé à chaque graphème peut être défini par ce qui le caractérise en propre ou par ses différences avec d'autres qui lui sont proches. Dans ce même esprit, les graphèmes choisis pour chaque leçon correspondent à des phonèmes proches dans leur sonorité, mais avec de légères différences qui ne mobilisent que très peu de repositionnement des organes phonatoires. Alors, à l'instar des gammes que l'on fait en musique, si l'on ne travaille les notes que de manière isolée et disjointe, on va effectivement travailler les graphèmes pour ce qu'ils sont, ou les notes pour ce qu'elles sont, mais on aura du mal à donner toute son ampleur à la musique globale.
ce n'est que par la mise en opposition et en complémentarité de ces notes ou de ces graphèmes que l'on peut construire le relief de la musique ou de la lecture. Donc de même avec les phonèmes, les travailler pour ce qu'ils sont chacun en miroir avec d'autres qui leur sont proches, renforce et consolide leur identification, leur reproduction et leur mémorisation. Donc dans ce même esprit de combinaison pour une meilleure harmonie, les graphèmes que nous proposons au sein d'une même leçon s'articulent fréquemment entre eux dans les mots du lexique courant. Bon, feure, comme pour l'exemple de la page que vous avez sous les yeux, ou je ou, ne ui, che, r. Donc ce sont des graphèmes qui conduisent à des phonèmes qu'on a l'habitude d'associer dans les mots courants et qui vont être relativement proches en prononciation, en positionnement des organes phonatoires, ce qui va permettre effectivement de les étudier comparativement et également pour eux-mêmes. Donc, tous les supports associés étayent cette appropriation. Les vidéos de prononciation qu'on trouve en accès à partir de ce qui est indiqué en haut, les tutos là. Les virelangues qui mobilisent simultanément les deux phonèmes et des manipulations associées de cartes graphèmes. Donc là, vous avez sous les yeux un exemple de la 3e semaine de l'année. En voici un autre du milieu de la période 3. Donc vous voyez qu'on a monté en contenu et en densité. Mais la structure sera toujours la même toute l'année. En page 1, la découverte des graphèmes, avec des cartes graphèmes qui permettent de jouer la combinatoire des syllabes de manière dynamique et kinesthésique, jusqu'en fin de période 2. Des vidéos accessibles pour visualiser la prononciation des phonèmes codés par ces graphèmes, et également pour les gestes d'écriture associés à ces graphèmes. Des activités de décodage des syllabes, des mots, des phrases liées aux graphèmes sont proposées par groupe de besoins, guidés par l'enseignant sur 3 niveaux, soleil, étoile, lune. On retrouve dans chaque catégorie. Donc là, on voit que la différenciation qu'on propose ne se fait pas essentiellement sur l'aspect quantitatif, mais surtout sur le niveau de complexité. Donc on voit bien la différence de complexité entre les débuts et fins de chacune des parties. C'est ce qu'on retrouvera dans l'ensemble des supports. L'oralisation des supports de travail est pour nous fondamentale pour aider les élèves dans la discrimination auditive d'une part, et dans la prise de conscience des liens phonographiques d'autre part. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture sont des activités complexes qui mobilisent un nombre important de connaissances et de capacités cognitives. Pour lire et écrire, il est important de connaître les graphèmes, mais également la manière dont ils codent les sons. Il est donc fondamental que les oreilles entrent en jeu dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. J'ai trop vu dans ma carrière d'inspecteur des quantités d'élèves penchés sur des fiches où on leur demandait de cocher ou d'entourer quand ils entendaient tel ou tel son, dans des mots générés par des images dans leur tête, sans qu'il y ait à aucun moment une quelconque oralisation ou prononciation de ces sons. C'est pourquoi, en regard de ces activités de décodage, on trouve des QR codes qui renvoient à des fichiers audio dans tous ces supports. Ces QR codes qu'on trouve ici sur cette page 1, mais également en page 4 pour le texte de lecture et dans le carnet d'apprenti lecteur en compréhension, sont une solution inédite pour permettre aux familles de pouvoir accompagner les apprentissages de leur enfant à la maison. Pour permettre un réinvestissement rapide et régulier de ce qui est appris en classe, nous proposons des supports audio pour toutes les activités de décodage. En flashant un QR code via un smartphone à la maison ou une tablette en classe, les familles ont accès aux audios pour suivre la lecture de leur enfant et le corriger si besoin. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre parti pris fort
d'un enseignement ritualisé, c'est ce que vous venez de constater, et également d'enseignement explicite. Dans cette perspective, tous les exercices du manuel sont faits à l'oral, en groupe de besoins, et seront repris à l'identique, avec un contenu différent, bien sûr, selon le niveau, à l'écrit dans les fiches d'exercice autonomes. Ainsi, les élèves ne sont pas piégés par des consignes ou des formes d'exercice qui les bloquent, et ils pourront être efficaces en autonomie. Donc, suivent ensuite 2 pages et demie d'exercice, après la première d'entraînement et de décodage, suivent donc 2 pages et demie d'exercice qui auront toujours la même chronologie. Tout d'abord, copie de syllabes ou de mots, suivant la période. Des exercices de discrimination visuelle. En page 3, donc, on arrive à des exercices de discrimination auditive, des exercices d'encodage-décodage, des exercices de dictée et ou fluence à partir de la période 3, des exercices de production d'écrit et des exercices d'étude de la langue. On trouvera toujours le bandeau de même couleur pour une même catégorie d'exercices. Ça aide à bien se repérer dans les pages pour pouvoir organiser l'alternance des exercices proposés. Je voudrais dire un petit mot sur les exercices d'étude de la langue. L'idée en étude de la langue, dans toute notre méthode, n'est pas de formaliser des règles ou des modèles à reproduire, mais bien de faire expérimenter une observation fonctionnelle de la langue. Donc, c'est surtout par l'observation et la manipulation que l'enseignement de la langue, que l'étude de la langue sera travaillée tout au long de notre méthode. Enfin, la dernière partie de la page 4, la dernière partie de la page 4 est occupée par le texte de lecture autonome. Donc, ce texte met en scène nos 3 petits héros, Nina, Noé et Chouchou, que nos élèves vont suivre toute l'année, qui vivent une aventure par semaine. Donc, en période 4 et période 5, les aventures s'étalent par épisode sur plusieurs semaines. Le texte qui est proposé là est proche du 100% déchiffrable par les élèves, et on y trouve le QR code évoqué précédemment, qui permettra à la maison de retrouver le fichier son de réalisation du texte. Ce texte correspond au niveau moyen, donc des groupes étoiles, et sera utilisé avec l'enseignant pour la lecture découverte du texte. Pour les jeux de recomposition de phrases et du texte en fin de semaine également, et en lecture autonome pour les élèves à la maison accompagnés de l'audio. Donc, comme pour les exercices de code, qui sont associés à des fiches d'exercices en autonomie, le texte de lecture autonome est proposé en niveau différencié dans les fiches d'exercices, qu'on verra tout à l'heure, dans lesquelles les exercices permettent de remobiliser les stratégies de compréhension qui auront été travaillées sur des textes plus résistants dans les séances de compréhension, comme nous le verrons très bientôt. Voici donc maintenant à quoi ressemblent les fiches autonomes d'exercices de code. Comme je vous le disais précédemment, une fois les exercices du manuel faits à l'oral avec l'enseignant en petits groupes de besoins, les élèves retrouveront ensuite les exercices similaires de code en atelier autonome. Sur ces fiches, à l'exception des exercices de production d'écrit qui seront guidés par l'enseignant, tous les autres exercices seront effectués en autonomie par les élèves. Une seule fiche d'exercice est utilisée sur toute la semaine. Donc, il n'y a pas de brassage de fiches d'un jour à l'autre. La même fiche servira sur toute la semaine. Pour les exercices qui mettent en jeu la discrimination auditive ou la nécessité d'oraliser le support, un audio sur tablette est prévu pour donner la prononciation des mots. Pour les enseignants qui n'auraient pas accès au matériel préconisé, nous proposons une organisation en binôme d'élèves avec un acteur et un répétiteur et permutation des rôles
qui pourra remplacer l'usage de la tablette. Voici donc ces fiches de 3 niveaux différents, donc Soleil, étoile, Lune. On retrouve l'ordre des exercices vus dans le manuel, à l'oral avec l'enseignant, une copie de syllabes ou de mots, selon la période, puis discrimination visuelle, puis la discrimination auditive, avec le picto tablette ou binôme d'élèves dont j'ai parlé il y a un instant. Ensuite, une dictée de syllabes ou de mots, suivant la période. Un exercice d'encodage, un exercice de fluence de mots, la production d'écrits et l'étude de la langue. Donc, la différenciation se joue un peu sur le quantitatif, bien sûr, comme c'est le cas dans l'exercice 9. On voit qu'on passe de 6 items à 8 items pour les lunes. Ou bien dans l'exercice 12, où on a 2 items en étude de la langue pour 4 items en lune et 3 items en étoile, pardon. Mais elle se joue aussi et surtout, cette différenciation, par un niveau de complexité différent, comme par exemple sur la discrimination auditive, où il y a le même nombre d'items dans chacun de ces exercices. Par contre, pour les élèves du groupe Soleil, 3 de ces 4 items ont déjà été vus avec l'enseignant à l'oral à partir des exercices du manuel. Pour les étoiles, seulement 2 items ont été vus. Et pour les lunes, un seul des items fait partie de ceux qui ont déjà été travaillés. Les 3 autres sont nouveaux. Ou si on regarde dans l'exercice 12, il y a une différence quantitative, certes, mais aussi les transformations sont de plus en plus complexes. Pour les soleils, on a chaud de chaud, grand de grand. Pour les étoiles, on voit joyeuse, joyeux, un peu plus complexe quand même. Et pour les lunes, on a creux, creux, creuse, beau, belle, blanc, blanche. Donc on a des diphtongues beaucoup plus complexes dans la réalisation de l'exercice. Je voudrais revenir sur la fluence, là, l'exercice 10. Il s'agit ici de fluence de mots pour entraîner la voix directe, de photographie, de la morphologie des mots. Mais la vraie fluence, c'est celle des textes, bien sûr. Celle-ci sera pratiquée à partir des textes de lecture autonome, comme nous le verrons plus loin. Pour ce qui est de la production d'écrits, exercice 11 dans l'exemple ici, ce sont les seuls exercices de la fiche d'exercice qui seront effectués avec l'assistance de l'enseignant. Les exercices du manuel auront permis de préparer à l'oral ce temps de production individuelle, mais il est important que l'enseignant puisse être présent pendant cette phase de passage à l'écrit, en groupe de besoin, en appui et pour remobiliser les ressources qui auront été préparées pendant ce temps d'oral. Les corpus de mots constitués, les types de phrases ébauchées, les répertoires, les index collectifs constitués pour la classe, et de redynamiser les liens entre les divers domaines de l'apprentissage en cours. Nous abordons maintenant le troisième support de la méthode, le carnet d'apprenti lecteur-compreneur. Donc la compréhension est proposée en séance quotidienne de 20 minutes. Comme évoqué précédemment, nous proposons un travail explicite sur les stratégies de compréhension en appui sur des textes littéraires ou documentaires résistants. Le carnet d'apprenti lecteur n'est là que pour aider à garder une trace mémoire de tout le travail qui aura été fait à l'oral avec l'enseignant, à partir des textes et des stratégies mobilisées pour comprendre ces textes et le prolonger. On y propose des activités permettant de dépasser le simple questionnement sur le texte. La différenciation en compréhension est portée par le degré d'étayage des activités plus que par des niveaux de difficulté différents. Pour tous les élèves, au cours des 2 premières périodes, le travail s'effectue uniquement à partir de textes entendus. Sur les périodes suivantes, les modalités d'organisation des activités et des ateliers
seront aménagés pour permettre aux élèves les plus avancés dans la maîtrise du code de lire en autonomie certaines parties sélectionnées des textes. Les textes, eux, sont accessibles dans le guide pédagogique et également en version audio lue par des comédiens dans la version numérique du manuel de code pour diffusion en classe et également par les QR codes pour une écoute à la maison. Donc la compréhension, si elle est largement évaluée dans les classes, n'était que très peu enseignée jusqu'à quelques années en arrière. Depuis 3-4 ans, l'enseignement de la compréhension est vraiment devenu un objet d'enseignement, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Auparavant, nous évaluions un élève sur un objet pour lequel nous ne l'avions pas formé. Ainsi, les élèves qui s'en sortaient, c'était ceux qui avaient une culture littéraire et ceux qui avaient un environnement familial qui leur permettait justement de déployer inconsciemment des stratégies de compréhension. En rendant explicites ces stratégies, qui sont spontanées chez des élèves qui réussissent bien, ceux qui sont très proches de la chose scolaire, nous rendons visibles les stratégies qui sont à l'œuvre quand on comprend un texte, quand on est un lecteur expert. La stratégie qui était la plus mobilisée dans les classes était la loupe. Quand l'élève doit explorer le texte pour en extraire des informations lui permettant de répondre à des questions. Nous voulons faire travailler explicitement des stratégies où l'élève anticipe des hypothèses sur ce qu'il va lire, où l'élève va faire et résoudre des inférences. Ou bien des stratégies où il va faire appel à ses connaissances externes personnelles, c'est le picto-engrenage, ou bien où il va structurer et synthétiser le récit par une représentation mentale, le pictobulle, ou bien où il va expliciter ses préférences, ses ressentis, et faire appel à son vécu personnel, donc le picto-cœur. Voilà, donc on a donc 5 stratégies qui vont être travaillées explicitement tout au long de l'année en compréhension et également qui seront reprises dans les supports de lecture autonome. Ces 5 stratégies donc sont matérialisées chacune par un pictogramme, donc ampoule, loupe, bulle, cœur et engrenage. Et donc les élèves vont pouvoir retrouver explicitement chacune des stratégies qu'on attend qu'ils mobilisent. Alors, les textes et documents proposés dans la partie compréhension sont d'une grande variété, comme vous pouvez le constater sur ce sommaire. Un conte, des mots valises, 2 poèmes, un écrit long, un dessin animé qui fait suite à l'écrit long précédent, une comptine, à nouveau un poème, une notice de fabrication, un album, 2 tableaux de peintre, de Godard, un autre poème à nouveau, un texte documentaire, un livre documentaire, une bande dessinée, un album poétique, un article de journal, et en période 5, 2 histoires longues qui vont s'étaler chacune sur 5 semaines. Donc, en rendant explicites les stratégies qui sont à l'œuvre quand on comprend un texte, quand on est un lecteur expert, il est possible d'enseigner les habiletés de façon séparée ou alors de façon intégrée, plus complexe. C'est le choix que nous avons opéré. Comme évoqué précédemment, nous avons fait le choix du texte entendu, des histoires entendues, et donc, quelle stratégie allons-nous enseigner à l'élève? Nous allons, par exemple, lui apprendre à se faire une représentation mentale la plus complète possible de la situation. Alors, ça se traduira par des cartes mentales construites avec l'enseignant, dans lesquelles on va trouver les personnages, les lieux, les questions qui, quoi, où, car c'est très important de contextualiser les personnages avec le qui ou le où. Le quoi, quant à lui, correspond à tous ces liens de causalité qui font l'objet d'inférences, de raisonnements cognitifs de la part de l'enfant, pour comprendre pourquoi la chèvre de M. Seguin, par exemple, est attirée par la montagne. Donc, dans cette carte mentale, les liens de causalité sont représentés par des flèches
où il est demandé à l'enfant de réfléchir au pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passera après, et surtout, nous allons demander à l'enfant d'entrer dans la tête du personnage. C'est ce que nous appelons la théorie de l'esprit, c'est-à-dire le support théorique qu'il y a derrière. C'est tout le support qui consiste à élucider la théorie de l'esprit, qui est en quelque sorte une série d'expériences qui montrent qu'un enfant est capable, à partir d'un certain âge, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Nous allons entraîner l'enfant à restituer le récit, c'est-à-dire que nous allons lui raconter l'histoire. Nous allons lui demander de nous raconter, de nous la raconter, parce que demander à un enfant de nous raconter une histoire, c'est la meilleure façon, en vérité, de savoir ce qu'il en a compris. Ce n'est pas du tout avec des questions de lecture. Les élèves français ne sont pas très bons en compréhension, mais ils ne sont pas doués en interprétation surtout. Dès lors qu'on leur demande de donner leur avis, ils sont en difficulté. En réalité, pour pouvoir comprendre un texte, il faut y retrouver quelque chose que nous aimons. Et par conséquent, il y a souvent dans le carnet d'apprenti lecteur le fait de recopier le titre, par exemple, car il faut créer un lien avec le support affectif qu'on utilise. Et souvent, on va leur demander quel est leur épisode préféré ou quel est leur personnage préféré. Donc, on enseigne la compréhension à l'oral, parce qu'en réalité, c'est à l'oral que tout se passe pour décharger les élèves de la charge mentale de la lecture, de l'écriture et du déchiffrage. Donc, voilà à quoi ressemble le carnet d'apprenti lecteur pour le texte qui correspond à la carte mentale de la diapositive précédente. Pour mémoire, donc, on trouve la première de couverture du texte concerné, le QR code pour écouter le texte à la maison, les activités avec les pictogrammes stratégies mobilisés pour chacune de ces activités. On arrive au quatrième support, donc le fichier de lecture autonome. Donc, dans la page 4 de la semaine du manuel, que j'ai représenté à gauche, le manuel de code, on a donc le niveau moyen du texte de lecture autonome de la semaine, avec le QR code pour son audio. Et dans le fichier à droite, on retrouve les 3 fiches correspondantes par niveau. Les exercices proposés dans ces fiches visent à faire réinvestir les 5 stratégies principales de compréhension qui sont donc travaillées également et surtout en compréhension sur les textes plus résistants. Donc, voilà. Voilà à quoi ressemblent ces fiches de lecture autonome. On y trouve d'abord le texte adapté au niveau du groupe. Donc le niveau étoile est au centre, le niveau moyen, c'est donc le texte qui figure sur le manuel de code. À gauche, nous avons le texte soleil, pour les un peu moins dextres. Et à droite, on trouve le texte lune. En haut à droite du texte figure toujours le nombre de mots du texte et le pourcentage de déchiffrabilité. Ce sont des indicateurs importants, suivant l'usage que va en faire l'enseignant, mais c'est important d'avoir ces éléments. En dessous, les questions. Les questions dans les divers temps, ces questions seront travaillées, dans les divers temps prévus pour ça dans la semaine en autonomie. On retrouve les picto-stratégies pour chacun des exercices, donc, qui évoquent la stratégie qui est attendue à mobiliser par l'élève. Donc, les élèves vont travailler ces textes au fil de la semaine en autonomie, et une fiche d'autocorrection leur permettra d'autocorriger les premières questions, mais en principe pas la dernière, qui fait plus souvent appel à des interprétations ou à des émissions d'avis personnels ou de préférences. Ces questions-là, elles seront abordées lors du point de fin de semaine en collectif avec l'enseignant. Donc, voilà la fiche d'autocorrection qui peut être proposée aux élèves si l'enseignant prend cette option, ce n'est pas une obligation. Cette fiche d'autocorrection correspond aux 3 fiches précédentes que nous venons de voir. Donc, vous voyez que seul l'exercice 1 est autocorrigé, puisque la deuxième question imagine ce que Nina ressent après sa chute,
ne peut pas être autocorrigée et sera donc mise en commun et corrigée en fin de semaine avec l'enseignant. J'ai mis à droite de la fiche d'autocorrection une fiche de la période 3. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure était de la période 2. Mais en effet, à partir de la période 3, ces textes autonomes seront aussi le support utilisé pour la fluence de texte, qui sera effectué chaque matin des jours 4 des semaines, en groupe de besoins piloté par l'enseignant. Donc pour cela, nous avons ajouté en bout de chaque ligne le nombre de mots cumulés depuis le début du texte pour faciliter les prises d'informations sur l'efficience de la fluence et pouvoir matérialiser la progression des élèves. J'en arrive au 5e support de la méthode, le guide pédagogique destiné aux enseignants. Il est structuré en 4 parties, donc les fondements, les partis pris et les principes de la méthode, des repères didactiques et pédagogiques, notre démarche pédagogique avec des repères méthodologiques, et la 4e partie qui consiste en un guidage pas à pas des différentes séances de l'année dans tous les domaines proposés. Donc, un emploi du temps type est proposé pour chaque période, organisant et planifiant les différents groupes guidés en bleu, les différents groupes guidés en bleu, pardon, autonomes en rose, classe entière en vert. Alors le vert est peut-être pas très distinguable sur la diapo. Ça c'est vert. Là on a tout ça en vert. En blanc pour les autres matières comme les mathématiques. Donc pour chaque semaine, on trouve ensuite le guidage pour chaque séance. Donc pour le code, la découverte des graphèmes, les activités d'encodage ou de décodage, la dictée, en plus de la dictée de syllabes ou de mots du manuel et de la fiche d'exercice de code, nous proposons un quart d'heure quotidien de dictée qui permet à l'enseignant de suivre l'évolution de tous les élèves dans la maîtrise de l'orthographe lexicale et grammaticale en fonction des apprentissages graphémiques et de l'étude de la langue en cours. On a ensuite le geste d'écriture, qui porte en période 1 et 2 principalement sur le tracé des lettres en cursive et leurs enchaînements dans les syllabes, dans les mots et dans les courtes phrases. À partir de la période 3, le geste d'écriture évolue vers l'enseignement de la copie. Donc, en plus des exercices de copie qu'on trouve et qu'on a déjà vus dans le manuel et dans les fiches exercices de code, nous proposons chaque jour ce temps d'enseignement du geste d'écriture qui évolue progressivement vers l'enseignement effectif de la copie. À partir de la période 3, donc, nous développons en copie les objectifs suivants: capacité à mémoriser l'orthographe d'un mot entier, éloigner le modèle, changer de plan entre modèle et copie, limiter le nombre de retours au modèle pour les prises d'information, développer l'empan visuel à chaque prise d'information, mémoriser l'orthographe d'une phrase, réfléchir sur le sens et la forme orthographique. On trouve ensuite la production d'écrit, le guidage sur la production d'écrit. Je l'ai déjà évoqué dans la partie code, le guide pédagogique donne de nombreuses précisions sur l'éventail des modalités possibles de mise en œuvre et des idées de constitution de ressources pour la partie écriture proprement dite. Donc ressources constituées avec l'aide de l'enseignant et qui sont ensuite remobilisées lorsque les élèves sont en autonomie. La compréhension qui est elle-même très détaillée pour accompagner le pilotage des activités et la construction de supports pour étayer les représentations mentales des élèves et organiser la différenciation selon les groupes de besoins. Donc, des pistes sont là aussi données pour la formalisation des découvertes et la constitution des corpus mémoire, notamment dans le champ lexical, des familles de mots, des corpus, à ce détail. Donc la compréhension, vous voyez, s'étale sur presque 4 pages, donc c'est une partie qui est abondamment étayée et soutenue et détaillée. Et enfin, la rubrique lecture autonome, dans laquelle l'enseignant trouvera la proposition d'une narration
qu'il pourra faire aux élèves pour poser le cadre de l'épisode de nos 3 héros chaque semaine. Voilà, je suis arrivé au bout de cette présentation pour ce qui me concerne. Je vais repasser la parole à Emmanuel pour quelques compléments avant que nous passions au temps d'échange annoncé. Merci Jean-Claude. Merci pour cette présentation. Donc maintenant qu'on a vu les 4 supports pour la classe et le guide d'enseignant, je vous propose de passer très rapidement en revue les supports numériques que nous vous proposons en complément de cette méthode. Donc on a pour les 2 supports élèves, à savoir le manuel de code et le carnet d'apprenti lecteur, on a des versions numériques enseignants. Qui sont offertes à tous les enseignants qui équipent leur classe avec ces supports. Et ces manuels numériques enseignants vous permettent de vidéoprojeter le contenu des manuels avec une possibilité de zoom, donc un peu optimisé pour la vidéoprojection. Donc, dans la version numérique du manuel de code, vous avez également les vidéos dont Jean-Claude vous a parlé sur la prononciation des phonèmes et le tracé des graphèmes. Et vous avez toutes les ressources audio et vidéo de l'élève dont il se sert quand il est en autonomie sur sa tablette. Donc, elles sont proposées également dans cette version numérique enseignant pour que vous soyez au courant de ce que l'élève a à sa disposition quand il travaille en autonomie. Et également, en plus de tout ça, vous avez le guide pédagogique dans son intégralité en format PDF. Donc, ça, c'est pour la version numérique du manuel de code. Il existe également une version numérique du carnet d'apprenti lecteur, qui est également optimisée pour pouvoir projeter des extraits, des exercices, des activités que vous faites avec vos élèves. Et qui contient surtout les 17 textes qui sont lus par des comédiens, comme vous a dit Jean-Claude, donc dans leur version audio, mais également ces 17 textes à vidéo projetés, si vous voulez pouvoir faire un travail de compréhension fine sur certains passages, à partir du moment où les élèves sont un peu lecteurs. Donc vous pouvez vidéo projeter les textes. Il y a également le dessin animé qui est intégralement à vidéo projeté. Et puis, pour les séances de compréhension, les cartes mentales, donc par exemple l'exemple qu'on a regardé tout à l'heure sur la cachette de Rita et machin, fait partie des cartes mentales que vous pouvez vidéo projeter. Et pour l'accompagnement de l'enseignant, vous avez toutes les parties du guide pédagogique concernant la compréhension. Donc on appelle les fiches de préparation ou de compréhension pour chacune des séances. Donc ça, c'est des manuels numériques enseignants dont les démos sont déjà disponibles. Vous pouvez déjà regarder certaines leçons qui sont en démonstration. Après, si on passe à la diapositive suivante, il y a un petit rappel, enfin une petite présentation. Jean-Claude, si tu veux bien passer. Oui, voilà. Les ressources audio et vidéo de l'élève. Donc ça, c'est un petit manuel numérique, on va dire, pour l'élève. Et ça comporte les vidéos qu'on retrouve là de prononciation et de gestes graphiques, et puis surtout tous les audios accompagnant les exercices des fiches d'exercices de code en autonomie. Donc tous les exercices qui nécessitent du son, évidemment, tous ceux de discrimination auditive, d'encodage ou de dictée. Donc ça, c'est un petit manuel numérique spécial élève. Et enfin, la dernière ressource numérique, c'est en fait un site ressource qui contiendra tout le guide pédagogique complet. Et puis également les grilles d'observation que vous pouvez faire en début d'année sur la première semaine pour pouvoir constituer vos groupes. Donc il y a des outils que les auteurs préparent pour vous aider à constituer ces groupes Soleil, Étoile, Lune dans les différents domaines d'apprentissage du français. Vous y trouverez également 38 cartes graphèmes sous forme de flashcards pour pouvoir travailler ça visuellement en classe. Vous y trouverez également le matériel à imprimer qui est nécessaire à certaines séances de code, comme par exemple des étiquettes mots pour reconstituer des phrases, par exemple un exercice classique qui est déjà préparé pour juste à être imprimé, massicoté et distribué. Et vous y trouverez également des visuels nécessaires à certaines compréhensions orales, comme par exemple des petits personnages sous forme de flashcards pour pouvoir les montrer également aux élèves au moment de la restitution du récit, par exemple, ou qu'un élève s'en empare pour pouvoir faire
restituer le récit en faisant parler les personnages. Voilà, donc ça c'est ce que vous trouverez gratuitement sur le site ressources. Voilà, et donc je pense que la dernière diapo, ben voilà, c'est juste pour vous remercier de votre participation, votre attention. On espère que ça vous a bien plu, que vous avez été intéressés, et on attend vos questions par le chat, auxquelles les auteurs vont pouvoir répondre. Voilà. Alors, donc on avait Jean-Claude, parmi les questions, il y a quelqu'un qui nous a demandé, alors il est très en avance, il nous demande s'il est possible d'organiser une classe de CP-CE1 avec la méthode. Donc, pour l'instant, évidemment, le niveau CE1 n'est pas sorti, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà lui répondre que le fait d'organiser la méthode de CP par atelier permet de libérer du temps pour pouvoir enseigner en CE1 dans son autre groupe. Je te laisse la parole. J'aurais tendance à dire que la problématique est la même que pour tout enseignement effectué en classe de CP-CE1, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement travailler sur l'organisation de la classe qui va permettre cette alternance des CP et des CE1. Donc, dans le contexte de ce qu'on propose nous, avec un emploi du temps type qui est proposé comme on l'a fait, moi j'aurais tendance à dire concevez le CE1 comme un groupe aux côtés des groupes de CP. Donc ça fera un nombre de groupes peut-être différents, mais c'est ce qui permettra une organisation avec des moments où l'enseignant pourra être libéré pour s'occuper de tel groupe ou de tel autre, et conduire son enseignement différencié sur les deux niveaux CP-CE1 en continuité. Étant entendu que l'avantage, c'est que ça pourra permettre dans certains domaines d'enseignement, on va dire, notamment la lecture pour des élèves de CE1 qui ne seraient pas très avancés, que des élèves de CE1 puissent être dans un même groupe que certains élèves de CP et avancer avec un support identique. Mais ça, c'est à l'enseignant après de bien prendre la physionomie de sa classe. Et pour certains enseignements particuliers, certains moments d'enseignement, pourquoi se limiter au partage de classe CP ou CE1, autant s'inscrire dans une progression des niveaux des élèves de manière un petit peu plus continue. Voilà ce que j'ai envie de répondre pour l'instant. Étant entendu, bien, comme l'a dit Emmanuel, nous on a travaillé sur support CP, rien n'interdit de penser que ce sera prolongé plus ou moins à l'échéance vers le CE1 avec continuité. Alors, merci Jean-Claude. Une autre question très intéressante. Cette méthode a été testée en classe CP REP+, mais qu'en est-il quand on a 29 élèves de CP? Elle a également été partiellement testée dans des milieux non d'éducation prioritaire. Mais à partir du moment où on adopte une organisation de ce type-là, ça veut dire qu'on va la plupart du temps de la semaine travailler avec, si on part sur notre organisation en 3 groupes de besoins, on va travailler avec des groupes qui ne seront plus des groupes de 29, mais des groupes de 9-10. Donc on a tout à y gagner. Après, bien sûr, comme je l'ai dit assez rapidement, c'est vrai qu'en 35 minutes, on n'a pas le temps d'aller au fond de tout ce qui sous-tend le bon déroulement de cette méthode. Un fonctionnement en organisation par groupe comme on le propose s'accompagne nécessairement d'une éducation à l'autonomie et d'un outillage de l'autonomie des élèves qui va permettre effectivement de laisser les élèves en autonomie pendant que l'enseignant travaille avec un groupe. Voilà. Et ça, qu'on soit 30, qu'on soit 20 ou qu'on soit 15, la problématique reste la même et ça fonctionne à l'identique sans problème. Ça rejoint une autre question d'un participant qui demande s'il est possible d'adapter à une classe de grande section CP. Je pense que ça rejoint la question de l'autonomisation des élèves. Bien sûr, d'autant plus, puisque là, on est vraiment à la charnière grande section CP, on est vraiment sur le passage, effectivement, de la conscience phonologique vers le passage à l'écrit de la manifestation, enfin, le codage à l'écrit de cette
conscience phonologique. Et donc, c'est typiquement le travail qui peut être fait en articulation, qui peut gagner à être fait en articulation dans section CP, c'est sûr. D'accord. Alors après, il y a une question d'organisation pratique. Quelqu'un qui voudrait savoir sur quel support se font les séances de travail sur le geste d'écriture en période 1 et période 2. Là, je vais laisser la parole à Audrey, si elle veut bien. Bonjour. Sur la question du geste d'écriture en période 1, période 2 et même après, ça se fera sur le cahier du jour ou sur un cahier que l'enseignant choisira et dédié à tout le travail d'écriture. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien. Alors après, je regarde. Pendant que tu cherches, peut-être compléter un petit peu sur cet aspect. Pour le geste d'écriture, c'est un peu la même chose que pour la copie, c'est un peu la même chose que pour d'autres domaines. On va avoir des exercices systématiques dans le cadre des fiches qui sont proposées, des fiches d'exercices code, autonomes, etc. Mais on va aussi avoir dans la journée des moments banalisés pour travailler un peu plus en cohérence, on va dire, ces domaines. Donc c'est le cas pour le geste d'écriture, la copie, c'est le cas pour la dictée, c'est le cas dans... voilà, donc il y a deux moments en fait. Il y a un moment d'exercice d'entraînement mécanique, on va dire, et puis il y a un moment d'exercice structuré sur le fond et sur des contenus beaucoup plus complexes, on va dire. Voilà. D'accord. Alors après, encore une question très pratique. Est-ce qu'il y aura des affichages prêts à utilisation? Donc ça fait partie un peu du matériel prêt à imprimer et qui sera disponible sur le site ressources qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et puis, alors, excusez-moi, j'ai une autre question sur le travail de copie. Une personne qui dit que pour le code, vous avez dit qu'on travaillait tous les exercices à l'oral. Pouvez-vous décrire le travail à l'oral pour les exercices de copie? Donc ça, c'est tout l'étayage dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Claude, sur les différents... Oui, alors je vais peut-être laisser Audrey commencer à répondre si elle veut sur ce plan-là, puisqu'elle a quand même beaucoup travaillé ce lien-là, et je compléterai éventuellement. Alors en fait, tout dépend si la question elle est sur les exercices de copie au service de l'apprentissage des correspondances graphophonèmes en encodage-décodage, ou si la question elle est sur l'entraînement au geste de copie en fait, et bien, comme en lien avec le geste d'écriture. Il n'y a pas de détails, Audrey, donc je pense qu'il faut que tu répondes aux deux questions. Alors, je vais plus répondre sur la partie geste d'écriture et qui évolue une fois qu'on a travaillé le geste de le ductus de chaque lettre de l'alphabet, qu'on fait en lien forcément avec le graphème qu'on est en train d'étudier. Là, ça se fait en séance collective en fait. C'est un temps collectif à la classe. Donc le premier jour, on découvre la première lettre. Donc là, l'enseignant, il se positionne en modèle, il explique, il verbalise, etc. Et ensuite, il donne des modèles à copier dans le cahier du jour ou le cahier d'écriture qui est dédié à cet effet, où tout de suite, on travaille l'enchaînement du tracé des lettres pour être tout de suite dans le geste de l'écriture cursive. Le deuxième jour, on approfondit et là, on est sur de la copie de mots, voire de groupes nominaux, de courtes phrases en fonction des possibilités des élèves. Mais je suis désolée. Mais on a un petit utilisateur, un futur utilisateur avec nous. Jean-Claude, je te laisse compléter. Oui. Et je reprendrai. Voilà, donc il y a ces aspects techniques, on va dire, c'est-à-dire de la
formation des lettres et de leur enchaînement avec les autres graphèmes, bien sûr. Et puis, il y a ensuite toute la partie, je dirais, dextérité dans la copie, c'est-à-dire où on va travailler pour pousser l'élève à se faire une représentation mentale du mot à recopier, le mémoriser avant de le reproduire. Et donc, il y a tout un temps de travail pour aller vers cette autonomisation dans la copie qui va amener à une fluidité, à une efficacité accrue. Et ce sont tous les exercices qui vont avoir tendance à limiter le temps de prise d'information sur le modèle, de limiter le nombre de retours au modèle, et ainsi de suite. Alors, c'est la raison pour laquelle, je vous ai dit, on a mis sur certains domaines, et celui-ci en est un, des temps quotidiens dans la semaine, déconnectés de ces fiches et du manuel de code ou des fiches d'exercice, pour vraiment travailler sur le fond de l'apprentissage vraiment de ce qu'est la copie ou de ce qu'est le geste d'écriture, déconnecté des aspects entraînement, reproduction. Voilà, mais vraiment pour construire une conscience et une aisance, une fluidité dans le geste et dans l'acte de copie. Alors, du lexique, on va passer, pardon, de la copie, on va passer au lexique. Mais Oui. avant de vous donner cette question concernant le lexique, je rassure un participant. Effectivement, tous les supports seront prêts pour septembre, puisque les 2 supports élèves sont déjà sortis, le manuel de code et le carnet d'apprenti lecteur. Les 2 fichiers à photocopier, à savoir le fichier d'exercice de code en autonomie et les fiches de lecture autonome sortent en mois de mai et le guide pédagogique fin mai, début juin. Donc tout sera disponible pour septembre, même pour les vacances d'été. Voilà. Et la question concernant le lexique, eh bien, on nous demande qu'est-il prévu comme travail sur le lexique, constitution de cartes mentales, de champs lexicaux, de catégorisation. Donc ça, comme c'est quelque chose qui s'étale un peu sur tous les voilà, moments, je te laisse répondre. Dire, oui. Le lexique, il est traité un peu dans tous les supports et à tous les moments. Mais je vais donner la parole d'abord à Bénédicte, puisque c'est dans la partie compréhension où il y aura, je dirais, une partie un peu plus conséquente peut-être de travail autour du lexique, et puis on prendra pour compléter sur les autres domaines. Bénédicte, si tu veux bien. Oui, alors dans les séances de compréhension, à chaque fois qu'on a affaire à des mots résistants, on va s'attarder sur ces mots résistants-là. Et oui, on va utiliser des outils de catégorisation du lexique tels que la fleur des mots, par exemple, pour essayer de travailler au niveau des champs lexicaux, mais aussi au niveau des champs dérivationnels à partir d'un mot qu'on aura rencontré. Et puis, on va quand même apprendre aux élèves que ce n'est pas parce qu'ils rencontrent un mot difficile que cela va stopper net la construction de la compréhension du texte. Donc, on va leur apprendre aussi à construire des stratégies qui vont leur permettre de solutionner le sens du mot par rapport à son contexte. Et pas, voilà. Donc, sur chacune des séquences de compréhension, il y a un passage par ces éléments qui permettent de prendre des points d'appui sur la morphologie des mots, sur l'appui sur le contexte, sur tous ces éléments de dérivation qui permettent aux élèves quand même d'apprendre au fur et à mesure, d'enrichir leur capital lexical en fait. Voilà, donc là, tout ce travail en compréhension va porter beaucoup sur effectivement les champs lexicaux, la richesse lexicale et les mots un petit peu plus, je dirais, résistants, comme l'a dit Bénédicte. Par contre, il faut reprendre l'organisation du tout travail sur la semaine par rapport au code. On l'a pensé dans cet esprit-là, c'est-à-dire que d'abord, si on a choisi de faire 2 graphèmes étudiés simultanément en début de semaine, c'est parce que ça va nous laisser 4 jours où on va retravailler à partir de ces graphèmes, au lieu de 2. Quand on prend les graphèmes les uns après les autres, on travaille pendant 2 jours sur un graphème, 2 jours suivants, on travaille sur un autre, et ainsi de suite, et on travaille de manière disjointe sur ces graphèmes.
Là, le fait d'avoir fait ce choix-là, ça nous donne 4 jours pendant lesquels tous les mots qui vont être introduits à partir de ces graphèmes, donc là on est plus sur la morphologie, mais quand même ça fait partie aussi du champ lexical, puisque ce sont des mots qui vont être traités et remobilisés et recontextualisés pendant toute la semaine, qui seront également, que les élèves vont retrouver dans la partie production d'écrit, qu'ils vont retrouver dans tous les exercices. Ils vont voir réapparaître ces mots dans la dictée également. Voilà. Pendant une semaine, ils vont brasser un corpus lexical assez important, et surtout, ils vont le brasser pendant 4 jours en continu. Et puis le troisième aspect, ça va être sur l'étude de la langue, c'est-à-dire que tous les exercices d'étude de la langue qui sont proposés dans les exercices du manuel ou dans les exercices d'étude d'exercice, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étude de la langue est faite par une organisation, une observation fonctionnelle de la langue. Donc on va progressivement constituer les catégories lexicales, les typologies de mots, les catégories grammaticales, et progressivement, en croisant le champ des mots travaillés dans le cadre de la compréhension, des mots travaillés dans le cadre du code, des mots travaillés dans le cadre de la production d'écrit, on va arriver sur une semaine à avoir non seulement un corpus lexical travaillé important, mais également on va répondre à ce que préconise M. Ouzoulias, par exemple, où pour qu'un mot rentre dans le vocabulaire courant des élèves, dans le répertoire mental des élèves, il faut qu'il ait été remobilisé, brassé et rencontré en production et en réception dans 7 contextes différents. Voilà. Donc, on a, avec l'organisation qu'on a adoptée, le pari, c'était celui-là, c'est-à-dire qu'en une semaine, tout le corpus lexical qui est apporté soit travaillé au maximum dans des contextes différents par les élèves pour pouvoir l'intégrer rapidement dans leur répertoire mental. Bien, alors je pense qu'on peut peut-être faire une dernière question parce que là, Oui. l'heure a tourné. Quelqu'un demande si les emplois du temps respectent bien les quotas horaires préconisés par les instructions officielles. Donc tu peux nous rassurer là-dessus, Jean-Claude? Oui, absolument. Absolument, on l'avait marqué sur les premiers emplois du temps, on l'a plus marqué après, mais on est dans le cadre des 10 heures d'enseignement du français. Voilà. Voilà. Et alors, en plus de toutes les questions que j'ai pu vous transmettre, il faut noter de nombreux messages de félicitations et de remerciements pour la méthode que vous venez de créer. Et je m'associe à tous ces enseignants pour vous remercier tous les trois. Et vous remercier aussi pour cette présentation. Salut. Voilà, Virginie, je te laisse la parole. Oui, vous retrouverez le replay de cette conférence sur le site des éditions Bordas dès demain. Merci à tous. Eh bien, bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.